Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Il est 13h, vous êtes sur Sud Radio et vous connaissez le slogan « Parlez vrai » et quoi de mieux que le sujet des ovnis par Sylvain Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été avocat pendant 7 ans, conseiller ministériel pendant plus de 5 ans et vous sortez dans quelques semaines l'enquête déclassifiée sur les ovnis. Ça sort chez Albin Michel et c'est vrai que ça se lit absolument comme un polar. C'est fascinant, c'est renseigné. Il y a beaucoup d'anecdotes savoureuses sur des cas recensés. On y croise Air Force One, on y croise les présidents américains, on y croise Donald Trump, on y croise la CIA. Et ce qui est extraordinaire quand on vous lit, et c'est pour ça que je veux également vos témoignages au 0826 300 300 ou vos commentaires sur l'application Sud Radio pendant cette deuxième heure de déjeuner et pendant que vous profitez certainement de Sud Radio dans les oreilles alors qu'il fait beau. J'aimerais quand même que vous preniez le temps de nous appeler parce que en effet on est plusieurs peut-être à avoir quelques connaissances qui ont à un moment vu, entendu parler des ovnis, cru voir quelque chose dans le ciel. Encore régulièrement sur les réseaux sociaux ou parfois sur les chaînes info sont filmés des phénomènes qui pourraient nous faire penser à. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui je suis sûr va provoquer beaucoup de réactions, j'aimerais comprendre comment un homme comme vous, au CV mine de rien aussi institutionnel, avocat, conseiller ministériel, a eu l'idée, un matin comme ça, d'écrire sur un sujet aussi controversé, pour pas dire pire, que les ovnis. Tout simplement pour contribuer à légitimer un sujet qui le mérite. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'ovnis, quand on y réfléchit, on pense science-fiction, on pense complotisme, on pense dérive sectaire. À aucun moment, on se dit que c'est un sujet sérieux. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il est complètement radioactif aujourd'hui dans la sphère publique. Vous n'entendrez jamais un haut fonctionnaire, jamais un ministre s'exprimer vraiment sur la question, sauf de manière extrêmement gênée. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, en réalité, le phénomène, il est crédible. On a depuis quelques mois, quelques années, une actualité qui est particulièrement forte aux États-Unis, avec des vidéos qui ont été enregistrées par des avions de chasse, des témoignages de pilotes d'avions de chasse, des données radars et une mobilisation absolument inédite du Congrès, des parlementaires américains, ainsi que du monde scientifique et académique. Du président de la République, Donald Trump, a notamment eu quelques moments de pub où il a dit mais je vais déclassifier tout ça. A pris des engagements en ce sens. Des hauts responsables de la CIA, que ce soit sous Obama, sous Biden ou sous Trump, se sont également exprimés à ce sujet. Et donc, il y a une actualité qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, j'ai eu la volonté de pouvoir le traiter et essayer de légitimer, de sensibiliser à la fois l'opinion et les décideurs sur cet enjeu qui à la fois pose des questions stratégiques et pose une question existentielle absolument fascinante. Vous venez de citer Obama. Dans le livre, vous citez une phrase d'Obama qui parle explicitement des ovnis. Oui, absolument. D'ailleurs, avec l'éditeur, nous avons mis des QR codes dans le livre qui permettent en fait de flasher et de voir différentes interventions, dont celle d'Obama qui est dans la bande-annonce du livre. Et effectivement, il fait cette déclaration absolument stupéfiante de dire qu'il y a des objets dont on n'explique pas le comportement, dont on n'explique pas les trajectoires. Et ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau et qui est aussi a été repris et même amplifié par celui qui est aujourd'hui le directeur de la CIA, qui a évoqué le fait qu'il y avait des objets dont le comportement semblait défier les lois de la physique, qui n'étaient probablement ni russes ni chinois, et contre lesquels les États-Unis n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc c'est des propos qui, si on les mettait dans la bouche du directeur, par exemple, de la DGSE, interpelleraient évidemment de manière majeure, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir adresser ce sujet différemment aujourd'hui. On parlera du rôle de la France dans quelques instants, mais dès l'introduction, vous voulez mettre tout le monde d'accord, précisément pour éviter que ce sujet soit radioactif. Vous dites 97% des phénomènes qu'on peut apercevoir dans le ciel, qu'on prend en vidéo, obtiennent tous une explication rationnelle. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 3% qui appartiennent en réalité à la catégorie des événements qui ne trouvent pas de justification. Oui, absolument. La plupart du temps, ce que l'on voit dans le ciel, ce sont des méprises. Il y en a beaucoup ces derniers temps, notamment avec les satellites Starlink. Ça peut être des rentrées dans l'atmosphère, ça peut être des lanternes chinoises. Il y a mille et une explications parfaitement conventionnelles. Il y a des phénomènes météorologiques aussi qui sont mal connus, comme les farfadets ou les jets bleus qui en font partie. Mais effectivement, ce qui est intéressant, ce sont ces fameux 3%. D'ailleurs, dans les 3%, il y en a qui, avec le temps, recevront eux aussi une explication conventionnelle. Mais finalement, ce qui est très parlant, c'est qu'il en suffit d'un pour changer tout à fait de paradigme. Et aujourd'hui,
Ce qui est, là encore une fois, particulièrement instructif, c'est de voir qu'on a des autorités officielles, tant en France qu'aux États-Unis, qui font des recensements de cas particulièrement troublants, plusieurs dizaines, dans lesquels il y a des incidents qui impliquent des avions de chasse. Et là où vous avez des données multiples et concordantes, témoignages, vidéos, enregistrements vidéo, données radar. Et donc tout ça, c'est évidemment extrêmement fort. 0826 300 300 également l'application Sud Radio. Si vous aussi vous avez été témoin, vous pensez avoir filmé quelque chose, on va dire qui pourrait ressembler à un ovni dans quelques secondes, on va faire une sorte de lexique pour ceux qui arrivent sur Sud Radio et qui découvrent cette émission pour que vous puissiez nous suivre durant cette heure. Est-ce qu'il y a un événement avant l'écriture de ce livre qui a provoqué cette envie de s'intéresser particulièrement aux ovnis? Comment quelqu'un comme vous qui passait sa vie entre les conseils ministériels, le barreau, les affaires, tout d'un coup s'est dit tiens, il y a un espace très sérieux que je peux prendre pour expliquer un phénomène aussi controversé que les ovnis. Est-ce que c'est une déclaration, celle d'Obama? Est-ce que c'est un phénomène qui a attiré votre attention plus qu'un autre? Moi, je crois que c'est le communiqué officiel qui a été fait par le Pentagone, dans lequel ils ont reconnu l'authenticité des vidéos enregistrées par les avions de chasse, où il y a 3 vidéos qui montrent effectivement des objets inconnus. Et pour moi, ça a été probablement le déclencheur. Il y en a un deuxième, c'est aussi que dans mon activité ministérielle, j'ai eu à connaître d'un certain nombre de crises, celle du Covid lorsque j'ai pris mes fonctions, celle qui a fait suite aux émeutes Naël, ou encore plus récemment celle qui a touché Mayotte. Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant de voir la mécanique de l'État qui se mettait en place face à une crise, face à un événement imprévu. Et intellectuellement, ça me paraissait très stimulant de se dire, il y a une actualité très forte aux États-Unis. En France, c'est pratiquement morne pleine. Comment est-ce que le pouvoir réagirait s'il devait y avoir un incident quelconque, une déclaration de Trump? Cet exercice intellectuel qui vous a séduit. Aussi, et le fait qu'il y a cette actualité qui est très probante et qui mérite une attention. Il nous reste 3 minutes avant qu'on se quitte une première fois. On va essayer, si vous voulez bien, de faire un petit lexique pour ceux qui vont suivre la discussion avec nous, comme ça ils ne seront pas perdus. Déjà, l'abréviation OVNI, la signification. Alors, OVNI, c'est objet volant non identifié. Le terme est devenu tellement radioactif que finalement on l'a changé pour PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a le mérite aussi d'être plus exact, ce dernier terme, parce que parfois il n'y a pas d'objet. En réalité, ce sont des phénomènes autres, lumineux par exemple, donc ou des illusions. C'est les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà, exactement. PAN, PAN, PANI, il y a les diverses appellations qui sont justes. Tout le monde d'accord. Exactement. Et on va peut-être pas rentrer dans le vocabulaire américain, mais ils ont aussi leur propre lexique. Il y a aussi l'existence, et ça on le connaît tous, de l'expression la soucoupe volante. On a tout de suite l'imaginaire évidemment de la soupe aux choux, cette espèce d'immense soucoupe qui arrive de par le ciel avec des lumières vertes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, dès le début du livre, dans les premiers chapitres, vous raconter d'où vient l'expression? Je trouve que, on va dire, l'anecdote est savoureuse. Oui, parce qu'en fait, elle est issue d'une méprise. Tout simplement, la première observation contemporaine, on va dire, c'est celle d'un pilote qui s'appelle Kenneth Arnold, qui dit avoir vu 9 objets dont certains avaient la forme qui rebondissaient plus exactement comme des soucoupes. Qui donnaient l'impression de rebondir sur l'eau, vous dites. Sur l'eau, absolument. Et le journaliste écoutant son témoignage a déclaré qu'ils avaient la forme de soucoupe volante. Et c'est ce qui ensuite a fait la une des journaux. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, finalement, dans le dernier rapport qui a été publié par le Pentagone, il recense les formes des ovnis, qui sont très différentes les unes des autres. Vous avez des triangles, vous avez des sphères, et vous avez effectivement des disques. Certains surmontés d'un dôme. C'est d'ailleurs l'une des vidéos les plus parlantes qui s'appelle la vidéo Gimbal et qui est en couverture. C'est effectivement une forme de soucoupe volante, donc ça interpelle beaucoup, mais à l'origine c'est une méprise effectivement. Et en France, je l'ai découvert en lisant votre livre, OVNI, l'enquête déclassifiée chez Albin Michel, vous parlez du groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on a effectivement été pionnier en France, puisqu'on a considéré que le phénomène trahissait un certain nombre de manifestations qui nécessitaient d'être expliquées. Et évidemment, quand vous voulez expliquer un phénomène, la base, c'est de pouvoir récolter de la donnée. Et donc, à partir de là, il y a un groupe officiel qui a été créé, qui est sous tutelle d'ailleurs du CNES, qui existe encore,
qui permet de récolter les témoignages de civils, de déployer des enquêteurs bénévoles sur le terrain pour recouper les informations et ensuite de les publier sur un site internet. Donc c'est un organisme public qui a une utilité d'information du public. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec votre entourage professionnel? Vous étiez avocat, conseiller dans certains gros ministères régaliens. Est-ce que vous leur en avez parlé? Oui. Et quelles ont été leurs réactions? Timide, amusé, choqué, paniqué, angoissé? La majorité était intriguée parce que ils me connaissaient effectivement et ils savaient que j'avais un profil plutôt sérieux et rigoureux, heureusement d'ailleurs, en ministère. C'est mieux, c'est plutôt rassurant. Donc c'est mieux, donc ça les a interpellés. Et il y en a une autre partie plus minoritaire qui m'a dit que j'étais un peu fou, en fait, pour ma carrière, d'aller effectivement publier avec mon nom sur le phénomène OVNI. Et effectivement, c'est là tout le sujet, c'est que étant radioactif, il n'est pas suffisamment traité, appréhendé. Et donc, toute ma démarche, c'est de pouvoir le légitimer. Donc, il fallait mettre mon nom et mon parcours au service de l'information du public. Les OVNI, l'enquête déclassifiée, c'est chez Albin Michel. L'heure est-elle venue en France de faire la lumière sur ce phénomène? C'est écrit par Sylvain Maisonneuve, avocat, conseiller ministériel, qui signe cette enquête. Vous voulez témoigner, participer à cette discussion sur Sud Radio, 0826 300 300. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Est-ce que le monde est prêt à faire la vérité sur les OVNI? 0826 300 300 si vous voulez dialoguer avec nous, passer à l'antenne de Sud Radio et surtout échanger avec Sylvain Maisonneuve qui signe ce document extraordinaire aux éditions Albin Michel, OVNI, l'enquête déclassifiée. Il a été avocat pendant 7 ans, conseiller ministériel pendant 5 ans et pourtant une autre passion lui est venue, cette enquête sur les OVNI. Vous allez voir, on va se plonger au cœur. On a d'abord essayé de vous faire un petit lexique. Qu'est-ce qui peut pousser un profil aussi institutionnel que celui-ci à se plonger sur un phénomène aussi controversé que les OVNI? Et pourtant, vous étiez en train de raconter l'anecdote qui est à l'origine de l'expression soucoupe volante. Et c'est vrai qu'il y a une affaire qui date de 1947. J'aimerais qu'on y consacre les prochaines minutes. Ces nombreuses affaires qui ont participé, on va dire, au trouble collectif autour de l'existence des OVNI. Et la première, d'une certaine manière, qui est recensée, sur laquelle il y a énormément de documents, à laquelle on peut s'intéresser très sérieusement, c'est l'affaire de Cairns Harold en 1947, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres phénomènes, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les fameux Foo Fighters qui ont été observés par des pilotes américains, anglais, allemands, japonais. Dans les décennies qui précèdent, il y a eu aussi des cas qui ont beaucoup interpellé, mais c'est vraiment celui de Kenneth Arnold en juin 1947 qui va marquer un changement de paradigme. Alors le cas en question, quel est-il? C'est assez simple. Il a son entreprise, il démarche des clients et il le fait en avion. Donc il se balade d'une contrée à l'autre. D'un État à un autre. Absolument, souvent au-dessus de l'État de Washington. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et il aperçoit des objets brillants qui semblent voler à très grande vitesse. À côté d'un mont, d'une montagne qui s'appelle le mont Rainier et qui vont vers le mont Adams. Il est évidemment interpellé, choqué. Au début, il ne comprend pas. Et puis, il s'aperçoit progressivement, en se rapprochant des objets, qu'ils ont un comportement, une vitesse qui sont complètement atypiques. Il atterrit, il en parle à des amis pilotes. Il passe une nuit blanche. Il essaie de démarcher l'antenne locale du FBI qui est incapable... Pour leur expliquer, je crois que vous ne comprenez pas ce qui m'est arrivé. Exactement. Tout ça, en fait, pour recevoir une explication, c'est soit un prototype de l'armée américaine, soit un engin espion soviétique, soit autre chose. Il est troublé et il veut des réponses. Obtenant porte close un petit peu partout, il finit par se tourner auprès d'un journal local qui n'était pas au courant. Le journaliste flaire bien quand exactement. Même, on va dire le titre. Et donc, effectivement, le journaliste dit installez-vous quelques minutes, on va discuter, prend des notes et sort cet article qui va être repris par la société de presse qui est l'AFP américaine. Et là, traînée de poudre, ça va faire la une de tous les grands quotidiens américains.
Il va recevoir des tonnes de courriers, ce Kenneth Arnold, des appels aussi jusqu'au milieu de la nuit chez lui. Et donc, effectivement, ça va devenir le premier un vrai incident qui va marquer l'histoire sur lequel on peut s'appuyer pour dater, on va dire, l'apparition des ovnis sur le sol américain. Et dans la lignée de ça, on a en juillet 47, si je ne me trompe pas, quelques jours plus tard, c'est des débris clairement qui sont retrouvés près de Roswell cette fois-ci. Alors Roswell, c'est vrai que aujourd'hui c'est extrêmement difficile de comprendre ce cas parce qu'il est complètement pollué en fait. Globalement, l'affaire part de manière assez simple. Vous êtes dans le désert du Nouveau-Mexique, vous avez un fermier qui un soir entend un bruit d'explosion et le lendemain, en promenant son troupeau de moutons, retrouve un champ de débris à côté de sa ferme. À partir de là, il se décide à prendre la route, fait plusieurs heures jusqu'à la ville de Roswell, où il parle au shérif du coin, qui prend sa déposition et qui prévient la base de Roswell, qui est à l'époque la base qui abrite les avions chargés de l'arme atomique. Et ce qui est quand même sidérant dans cette affaire, vous parlez d'une affaire qui a été allègrement polluée par les anecdotes, les récits des uns des autres, c'est que quand même à un moment l'armée annonce la récupération justement de bouts de secours volants, c'est-à-dire que c'est un peu l'erreur originelle qui derrière va mettre le feu aux poudres. Oui, absolument. Le prévenu, en fait, le chef de la base envoie l'un de ses agents qui s'appelle Jesse Marcel avec un agent de renseignement. Ils sont 2 à se rendre sur site. Ils récupèrent un certain nombre de débris qui sont effectivement, d'après la description de Jesse Marcel, assez atypiques. Et il rentre, et à la suite de l'exposé qui lui est fait, le directeur de la base décide effectivement de sortir un communiqué de presse disant que les rumeurs autour des soucoupes volantes s'avèrent justes, puisque l'armée vient de récupérer un disque. Et donc ça crée évidemment une déflagration médiatique extrêmement forte, et qui va être très rapidement éteinte, puisque dans les heures qui suivent, il y a un second communiqué qui est publié et qui vient justement démentir en disant que en réalité c'était les restes d'un ballon météo qui ont été retrouvés. Et c'est en fait à la suite de cette énigme Roswell, la façon dont vous la qualifiez dans le livre, que on va avoir l'apparition de ce fameux projet SIGN, c'est ça aux États-Unis, qui va avoir pour but en réalité de recenser toutes les apparitions étranges, on va dire tous les objets non identifiés, pour essayer d'en faire une petite, on va dire une capsule, on va dire de réceptacle de tout ce que les Américains pourraient désormais voir dans le ciel vu l'hystérie de la période. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 2 manières de réagir. La première, c'est que effectivement, pour les autorités, vous avez à l'époque l'affaire Roswell, évidemment. Vous avez aussi une multiplication de témoignages. Il y en a près de 800 en fait qui interviennent dans les jours et les semaines qui suivent. Juste sur le cas Roswell. D'autres cas qui se mêlent à ceux de Roswell. Donc vous avez une sorte d'ébullition de signalement, et par définition, puisque c'est dans l'espace aérien américain, qu'on est à peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous devez tirer les choses au clair. Et donc ce que va faire l'armée, on y reviendra, c'est d'une part essayer d'analyser le phénomène. Et donc il y a un premier rapport secret évidemment, mais déclassifié depuis, qui va être fait par le général Twining, disant que le phénomène semble réel. Et c'est ce qui va justifier la création de sortes de bureaux, d'agences d'enquête pour essayer de tirer les choses au clair. Et si c'est, mine de rien, je me permets de vous couper, mais si ces affaires sont un peu anciennes, il y en a une qui est assez incontestable. Celle-ci, celle que vous venez d'évoquer, sont absolument indispensables parce que ce sont les premières grandes affaires, notamment aux États-Unis, qui provoquent d'une certaine manière l'hystérie à ce moment-là. Mais il y en a une qui est beaucoup plus récente, qui date d'il y a presque 20 ans, c'est en 2004, et celle-ci en réalité est fascinante parce que il y a toutes, on va dire, les raisons modernes d'y croire, des vidéosurveillances, des signes radars. Est-ce que vous pouvez la raconter, parce que, sauf si je me trompe, c'est le dernier cas vraiment édifiant sur lequel on peut se reposer quand on veut croire ou s'intéresser aux ovnis? Oui, c'est le cas le plus frappant. Comme je le disais, dans Roswell, c'est très compliqué de distinguer aujourd'hui le vrai du faux parce que globalement tous les protagonistes sont morts et il y a eu beaucoup de désinformation, on aura l'occasion d'y revenir. Dans le cas de 2004, c'est totalement différent puisque c'est un incident qui se produit auprès d'un groupe aéronaval qui est en gros le porte-avions et ces navires qui l'escortent et le protègent. Et le destroyer en fait qui accompagne
ce porte-avions détecte sur ses radars un objet à la frontière de l'espace et qui descend de manière extrêmement rapide, en à peine une seconde, dans l'atmosphère. Vous détaillez le déroulement de l'observation. Vous dites, l'auteur justement on va dire le témoin détaille le déroulement très précis d'une observation de manière très réglementée. Il explique en moins d'une seconde, l'objet vient de descendre à un peu plus de 28 000 pieds et se positionne en vol stationnaire, ce qui fait que tout le monde est stupéfait. C'est très simple, aucun objet conventionnel n'est capable de telle prouesse, précisément soit parce que l'appareil à une telle vitesse s'écrase, soit personne ne peut survivre à l'intérieur. En réalité, c'est vraiment, on va dire, un phénomène de vitesse qui prend tout le monde de court quand ils sont témoins de ça ou quand ils ont les données sur le radar. Oui, il y a un physicien qui a étudié la trajectoire de cet objet sur la base des déclarations qui ont été faites par le chef opérateur du Princeton, donc vraiment sur la base d'éléments radar. Et ils ont calculé que la vitesse de l'objet équivalait à 5000 G. C'est une force d'accélération, si vous voulez, qui pose une contrainte de gravité qui est totalement considérable. Pour que vous ayez un ordre d'idée, un avion de chasse conventionnel, que ce soit un Rafale, un F-18 ou autre, peut subir jusqu'à 11, 12, 13 G avant que les ailes ne se détachent. Donc on est sur des notions qui sont évidemment sans commune mesure. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que effectivement, ça paraît totalement aberrant. On est près quand même des côtes américaines et donc on va ordonner le déploiement d'un escadron qui faisait jusqu'ici un exercice pour aller voir ce qui se passe sur place. Et effectivement, le chef d'escadron, qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par l'école Top Gun, voit, ainsi que ses coéquipiers, un objet qui fait à peu près la taille d'un avion de chasse, qui a une forme ovale, blanche, sans aucune aspérité. Il dit sans mode c'est un de propulsion. cylindre presque parfait, le genre de forme qui n'est pas du tout faite pour voler, mais pour tomber. Et pourtant, on a vu ce qu'on a vu. Exactement. C'est ça. C'est effectivement exactement cela. Il le dit. Il le surnomme même le tic-tac parce que ça a la forme d'un tic-tac. Et finalement, cet objet-là a des comportements et des mouvements qui sont totalement erratiques juste au-dessus de l'eau. Détecte ensuite la présence de l'avion de ce commandant qui s'appelle David Fravor, qui descend au contact de l'objet, et l'objet va réagir en se mettant face à lui, et puis il va y avoir tout un balai qui va se mettre en place avant que l'objet ne disparaisse dans une accélération absolument foudroyante. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, on a des témoignages oculaires, on a ensuite une vidéo qui a été enregistrée par justement un avion de chasse, une vidéo infrarouge, et on a effectivement le témoignage de l'opérateur radar. Donc on a des sources multiples et concordantes qui sont extrêmement intéressantes et qui en font un cas particulièrement frappant. Et un cas, on le rappelle, qui date de 2004, donc un des cas les plus récents par Sylvain Maisonneuve. Je rappelle, vous avez été avocat, conseiller ministériel, et c'est vous qui signez ce livre choc aux éditions Albin Michel. OVNI, l'enquête déclassifiée. Vous vous plongez au cœur des différentes sources, de tout ce qu'ont dit les différents présidents américains, les agences d'État, Air Force One, la CIA, et mine de rien, comment parfois l'armée américaine a pu officiellement, on va dire, faire de la désinformation de peur peut-être que la population s'emballe. C'est sur Sud Radio qu'on évoque encore ce phénomène pendant une demi-heure. Vous aussi, vous avez été témoin de certaines choses, vous avez entendu parler de certains phénomènes, vous avez observé des choses un peu inexpliquées dans le ciel. 0826 300 300, c'est le cas de Jean qui se trouve du côté de Lyon, qu'on ira retrouver dans quelques instants. Il est 13h30 et vous êtes sur Sud Radio pendant encore une demi-heure. Vous le savez, vous avez la parole et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Pas de repos pour les braves en ce 1er mai, pendant que à Paris, les syndicats et partout en France battent le pavé. Il y a déjà en effet quelques débordements. Nous, on a décidé de prendre de la hauteur dans tous les sens du terme, notamment en s'intéressant aux ovnis. L'enquête déclassifiée sur les ovnis, c'est chez Albin Michel et c'est signé par vous, Sylvain Maisonneuve, et on est ensemble depuis une demi-heure parce que vous avez eu l'occasion de revenir d'abord sur cette envie qui vous a habité d'écrire clairement, longuement, en vous intéressant de façon très sérieuse à ce phénomène. Et on a évoqué les différents cas, notamment l'énigme Roswell, et ce cas de 2004 assez fascinant parce que cette fois-ci il est enregistré par des vidéos, par des caméras infrarouges, par des données radar et par plusieurs témoins oculaires dont on ne peut pas tellement remettre en cause, on va dire, la fiabilité. Mais ce qui est très intéressant également de votre livre, et je le reconseille vivement parce que en fait on le lit comme un polar, c'est-à-dire que on a toujours entendu parler des ovnis sans prendre le temps forcément de s'y intéresser, ou alors toujours par des voix un peu étranges. C'est à quel moment, si vous voulez, il y a une étape
étape qui est franchie dans la désinformation. C'est-à-dire que les agences d'État, notamment aux États-Unis, notamment en lançant différents programmes, se disent il est grand temps d'allumer des contre-feux et on verra à quel point la vérité, on va dire, est un peu écartée. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parte du côté de Lyon avec le camarade Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez appelé au 0826 300 300 et vous avez été interpellé par la conversation parce que vous pensez à un moment avoir été témoin, on va dire, de cette chose-là. Oui, j'en suis sûr d'ailleurs. Alors dites-nous, racontez-nous. Alors, bon, c'était un soir d'été, normal. J'étais sur ma terrasse, je regardais les étoiles, le ciel était bleu, c'était joli. Un soir d'été banal. Et voilà. La nuit de Van Gogh, devant vous. Voilà. Et puis tout d'un coup, au loin, je vois une étoile poum, qui tombe du ciel. Et puis, bon, je regarde, et puis après, boum, elle se déplace sur la gauche. Et elle disparaît. Et ben oui, là ça m'a interpellé. Bon, le lendemain, je suis allé sur le site du GEPAN. Donc là, on m'a fait l'Aius, les satellites, les avions, les lanternes, etc., etc. Mais non, il y a un truc qui n'était pas normal. Mais Jean, pour qu'on comprenne, le GEPAN que vous venez de citer, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on a évoqué à l'instant avec Sylvain Maisonneuve, qui est un observatoire de tous ces phénomènes. C'est ça. Donc, eux, en fait, ils essayent de dissuader. Ils disent, bon, c'était un avion, c'était un satellite, c'était une lanterne chinoise, etc. Mais non. Moi, le truc que j'ai vu, c'est un point lumineux qui est tombé du ciel, qui s'est figé et poum, qui est parti. Mais comme ça a été dit, je dirais, avec vos précédents interlocuteurs, à une vitesse phénoménale, quoi. Et c'est ça qui vous a semé le doute chez vous? Ah, carrément, oui. Moi, je reste marqué par cette vision. Je me dis, c'est quoi ce truc, quoi? Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean, et je vous remercie de nous avoir appelé au 0826 300 300 parce que en réalité c'est exactement ce qu'on dit depuis le début. C'est tout d'un coup, on va dire, un citoyen lambda qui, dans un paysage qui ne prête pourtant pas attention aux phénomènes paranormaux, se dit tiens, j'ai vu quelque chose d'absolument, non pas paranormal, mais anormal, Sylvain Maisonneuve, et c'est mine de rien sur ces témoignages, mine de rien, que on se repose pour essayer de détecter tout ce phénomène. Oui, vous avez différentes catégories de témoignages. Vous avez les témoignages isolés, donc c'est peut-être le cas de ce monsieur. Vous avez des témoignages de masse, dans lesquels vous pouvez avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers de témoins. Ça a été le cas notamment en Italie, où il y a eu des survols d'objets au-dessus du stade de la Fiorentina, qui a même provoqué l'arrêt du match. Donc vous avez aussi ces cas de figure. Et puis vous avez enfin les observations faites par des pilotes, qui sont évidemment plus habitués aussi à observer le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, qu'ils ne peuvent pas être abusés, mais aussi c'est une autre catégorie de témoignages et chacune a, on va dire, son process d'analyse bien spécifique. Merci beaucoup, Jean, encore de nous avoir appelés. Je remercie surtout le cadre idyllique depuis lequel vous nous avez appelés, parce que croyez-moi, on a tous entendu ici dans le studio de Sud Radio ces charmants oiseaux qui visiblement peuplent votre jardin. Merci encore de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous voulez participer à cette discussion, témoigner, interroger notre invité Sylvain Maisonneuve sur ces phénomènes, puisque c'est lui l'auteur de cette enquête déclassifiée sur les ovnis chez Albin Michel. Il y a aussi, mine de rien, c'est ce que nous a dit Jean en substance, l'idée à un moment de à chaque fois qu'on va voir, mine de rien, des institutions pour raconter ce genre de cas, il y a cette idée derrière qu'on a l'impression de faire face à des gens qui essayent de nous désinformer, et ça occupe une place très importante dans le livre. À un certain moment, les États-Unis choisissent la stratégie de la désinformation. Oui, c'est d'ailleurs assez rapide. Dès 1947, il y a une désinformation qui est mise en place, tout simplement parce qu'on est au début de la guerre froide. C'est la même année où le terme d'ailleurs est employé pour la première fois. Et Roswell va être notamment un cas avéré de désinformation, puisque le fameux ballon météo dont on parlait tout à l'heure, Jesse Marcel dira que c'était un montage, que c'était pas les débris qu'il avait ramassés, et l'armée elle-même, acculée, puisqu'il y aura même une commission d'enquête parlementaire qui sera montée sur la question, finira par reconnaître que c'était pas vrai, que c'était pas un ballon météo. Elle a sorti ensuite un autre argument,
d'un ballon espion, hypothèse qui a aussi été très critiquée comme peu crédible. Et effectivement, les éléments matériels au soutien de cette thèse du ballon espion sont fragiles. Et quand vous évoquez cette commission d'enquête sur le cas Roswell, quelles ont été les conclusions? C'est de dire l'armée avait menti, les différents interlocuteurs, on va dire hiérarchiques, ont menti, donc on en conclut à quoi? Quelque chose toujours d'inexpliqué. On est incapable d'en conclure quoi que ce soit, notamment parce que les parlementaires se sont rendus compte que l'ensemble des archives qui avaient trait à l'affaire ont été détruites. Tout simplement détruite. Absolument. Disparition des archives. Exactement. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas en tirer évidemment la moindre conclusion, mais c'est effectivement quelque chose qui interpelle, parce que c'est une pratique qui est assez atypique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, ce cas, comme d'autres, vont servir un peu de cas d'école. Parce que finalement, quand vous vous placez à la place d'une autorité publique, surtout dans le cadre du début de la guerre froide, vous avez une rivalité existentielle avec un pays qui a une puissance à peu près comparable à la vôtre et des valeurs qui sont totalement opposées, vous avez évidemment le risque d'être déstabilisé à un moment où vous ne pouvez pas vous le permettre. Et d'ailleurs, un certain nombre de responsables se disent que finalement les témoignages peuvent être le fait d'agents soviétiques infiltrés qui agitent la population. On en parlera parce que vous racontez dans le livre à un moment le traité qui va même exister entre les États-Unis et l'URSS, on va dire, pour s'appeler au plus haut sommet de l'État. Si à un moment, on va dire, on fait des recensions d'objets volants non identifiés. Mais pour poursuivre le fil de cette discussion sur le choix de la désinformation, vous l'écrivez, les explications officielles qui vont être privilégiées par les différentes agences, ça va être la méprise, la pathologie, malgré des dossiers inexpliqués, ou même totalement la folie. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va dire, la consigne au sommet de l'État de dire, écoutez, tous les cas comme ça, il faut absolument les faire passer comme fous, peu crédibles et totalement insensés. Oui, c'est effectivement la stratégie qui a été adoptée et qui est aujourd'hui clairement documentée, puisque les documents en question sont déclassifiés. Donc ils sont disponibles de manière tout à fait publique, et c'est effectivement ce qui va être fait, c'est-à-dire on utilise tous les leviers à notre disposition pour décrédibiliser les témoignages et, s'il le faut, les témoins. On fait aussi de la manipulation du type, on fait monter un incident en épingle, et puis on est capable en réalité de lui apporter une explication tout à fait conventionnelle, ce qui fait que ça fait dégonfler effectivement le gâteau et permet là aussi de neutraliser l'intérêt du public pour le sujet. Et cette entreprise-là, elle va coïncider avec d'autres qui vont consister à alimenter par exemple la machine hollywoodienne, à favoriser aussi un certain nombre de mouvements complotistes pour faire en sorte qu'un sujet qui à la base est parfaitement sérieux et pose des questions éminemment stratégiques quitte le champ du débat public pour aller sur celui du complotisme et devienne complètement radioactif. Et vous expliquez très bien dans différents chapitres, notamment sur la désinformation qui s'organise, vous expliquez que la CIA, en réalité, à un moment, prend la main sur ce dossier et recommande de minimiser l'intérêt public pour les ovnis. Vous avez le jury Robertson qui préconise clairement, c'est ce que vous veniez d'expliquer, de discréditer tous les témoins et clairement d'aller détourner l'ascension. Mais ce qui est le plus fascinant dans le chapitre, c'est le cas de l'astrophysicien Hynek qui, d'abord sceptique, en fait, est en train de totalement changer d'avis devant l'accumulation de cas inexpliqués et surtout face à l'attitude très fermée de Air Force One. Il dira, en réalité, la première chose qui m'a fait totalement changer d'avis sur la réalité de ces phénomènes, c'est l'attitude complètement fermée de l'Air Force. Absolument. Il rentre dans le programme, il est même recruté pour ça parce que il est sceptique. Il dit même au tout début que tout ça est une mode qui passera, que tout ça est complètement farfelu. Et puis effectivement, devant l'accumulation de cas, il va progressivement réviser son jugement, de certains cas qualitatifs aussi de pilotes, mais aussi d'astronomes, dont la plupart d'ailleurs ne témoignent pas publiquement par peur de conséquences pour leur carrière. Et donc cet élément-là, couplé à celui des dénégations finalement de l'armée de l'air à l'époque qui est en charge du dossier, vont finir de le convaincre qu'il y a effectivement un sujet qui mérite beaucoup plus que le traitement qui en est fait. Et vous racontez, on l'a survolé un instant, c'est le cas de dire qu'il existe même à un moment un traité secret entre les États-Unis et l'URSS qui prévoit de s'alerter en cas d'incident impliquant des objets non identifiés. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et on est, on va dire, au début des années 70, c'est ça ? Oui, absolument. Il est disponible d'ailleurs en ligne, puisque maintenant il a été publié, ce traité. Donc, vous pouvez parfaitement le retrouver avec une petite recherche. Il a probablement comme explication au moins deux incidents qui sont intervenus aux États-Unis de sites de lancement de missiles nucléaires, l'un à Malmstrom, l'autre à Minot, où effectivement, pendant plusieurs minutes,
à la suite de survols d'objets non identifiés, les États-Unis ont, semble-t-il, perdu le contrôle de leurs missiles intercontinentaux. Et à travers notamment ce qui sera diagnostiqué un peu plus tard, des impulsions électromagnétiques très spécifiques qui sont arrivées à percer les blindages dans lesquels sont enfouis les silos, technologie qui était à l'époque pas du tout disponible par ailleurs. Et donc cette incertitude-là, qui semble aussi s'être retrouvée du côté de l'Union soviétique, a probablement été le facteur déclenchant de ce fameux traité dans lequel vous avez l'article 3 qui prévoit effectivement que les deux puissances puissent s'alerter en cas de déclenchement de missiles par des objets inconnus, ce qui effectivement est assez particulier à lire, mais qui est bien absolument réel. sidérant. Et d'ailleurs, on va dire dans le suite de vos chapitres, vous racontez aussi à quel moment il y a clairement, on va dire, un combat, mine de rien, qui va se jouer entre le Congrès jusqu'au Pentagone, parce que le Pentagone, au fur et à mesure, vous le racontez, s'enferme dans le déni plutôt que de s'intéresser réellement à ça. Et c'est le Congrès qui va essayer de rentrer en bataille frontale contre le Pentagone en disant, au bout d'un moment, on va exiger ce qui nous a toujours été refusé, c'est-à-dire la transparence. Et dans les États-Unis de Donald Trump, qui avait promis, on va dire, de faire la lumière sur tous ces sujets, de déclassifier un certain nombre de documents, comment vous qualifieriez l'attitude qu'on a vis-à-vis des ovnis maintenant ? Alors effectivement, vous avez totalement raison. On a un retour de balancier parce que pendant des décennies, le Pentagone exprimait en gros un motif très simple qui était circulé, il n'y a rien à voir. Et en 2017, le New York Times ainsi que Politico et puis ensuite le Washington Post ont fait un certain nombre de révélations, à la fois du fait qu'il existait des programmes d'enquête secrets au sein du Pentagone, ce qui avait toujours été nié jusque-là, et encore très récemment, puisque c'était le cas encore en 2012, qu'il y a des témoignages de pilotes d'avions de chasse qu'ils vont faire d'ailleurs dans ces journaux, et des vidéos enregistrées par les avions de chasse. Et ceci, couplé à un certain nombre d'entretiens confidentiels qui vont être menés entre les élus du Congrès et ces pilotes, va aboutir effectivement à ce que les parlementaires réagissent en disant qu'ils ont été en quelque sorte promenés et ils vont demander dans un énorme retour de balancier à ce qu'effectivement le Pentagone fasse œuvre de transparence. 0826 300 300 et l'application Sud Radio pour interroger notre auteur Sylvain Maisonneuve qui publie cette enquête édifiante aux éditions Albin Michel, l'enquête déclassifiée sur les ovnis, et vous l'entendez depuis maintenant 45 minutes. On a à peu près évoqué tous les sujets, les différents cas, ce que disent les différentes institutions, notamment américaines, les cas inexpliqués. Et on rappelle quand même cette phrase en guise d'introduction, 97% des phénomènes obtiennent une explication rationnelle. Ce qui intéresse et ce qui a été, on va dire, à l'origine du livre, ce sont ces fameux 3% qui, de façon institutionnelle, n'ont pas encore trouvé toutes les explications. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous en prie, allez-y, parlez vrai. Vous êtes interpellé par quoi depuis qu'on a cette discussion avec Sylvain Maisonneuve? Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai lu le rapport du GEPAN il y a quelques années. Je pense aux ailes de Tucson, je crois, en Arizona, si je dis pas de bêtises, qui sont restés stationnaires pendant toute une nuit, je crois. Et c'est pas pour ça que je vous appelle. J'ai toujours été frappé par le fait que en 2025 et même bien avant, tout ce qui est photos et films sont de très très mauvaise qualité, alors qu'on est capable de photographier de manière très nette des étoiles qui sont des milliards d'années lumière. Donc je comprends pas pourquoi tout ce qui est film d'ovnis, enfin d'objets non identifiés ou photos sont toujours de mauvaise qualité. Et avant que Sylvain Maisonneuve vous réponde, est-ce que je peux juste vous poser une question indiscrète, Hervé? Depuis combien de temps vous vous intéressez à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup à vous jeter dans cette découverte? Depuis tout gamin. Et puis je suis persuadé que ça existe. C'est une évidence. On n'est pas les seuls. Mais voilà, et je trouve ça fascinant. C'est la passion d'un sujet sans explication évidente, on va dire. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des phénomènes qui défient toutes les lois de la physique, c'est complètement hallucinant, et je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas d'image claire, nette. Alors Sylvain Maisonneuve vous répond, Hervé. Alors il y a 3 réponses en réalité dans votre question. Pourquoi on n'a pas d'image nette? La première, c'est que dans un certain nombre de cas, il semble que l'interaction avec les objets brouille les capteurs. Ça a été notamment le cas sur l'une des vidéos infrarouges qui a été publiée, où le pilote l'a indiqué, l'objet est parvenu à brouiller les capteurs. Donc ça, c'est une première explication pourquoi on a souvent des images floues. La deuxième, c'est souvent dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire que la plupart des phénomènes ont lieu, sont vus en tout cas entre 18h et 22h, et donc effectivement selon la période, ce sont des événements qui sont plutôt nocturnes, ce qui facilite pas évidemment la tâche pour capter ces phénomènes.
Une autre explication, c'est que, en réalité, vous avez parfois de très belles images. Simplement, vous êtes incapable de les authentifier parce qu'elles ont été faites par un promeneur, par une autre personne. Ça peut être aussi un montage. Et donc ça, c'est effectivement très difficile. Enfin, les deux dernières explications, c'est que notamment sur les vidéos infrarouges, en fait, les vidéos infrarouges, elles sont faites pour de la reconnaissance de cible, donc pour identifier par exemple un convoi militaire qui circule au sol ou un autre avion, l'identifier grâce aux différences de température entre l'objet et l'air pour pouvoir ensuite le shooter. C'est pas pour faire de belles images, c'est pas une GoPro, c'est pas pour des images en clair. Donc forcément, vous n'avez pas le bon outil pour filmer. La dernière explication, c'est qu'il y a des images qui existent, mais elles sont aujourd'hui encore classifiées. Mais effectivement, le Pentagone a reconnu, des agents de renseignement ont également affirmé qu'il y avait des images en clair qui étaient disponibles, mais qui n'étaient pas encore données au public. Peut-être que ce sera le cas dans les prochaines semaines, parce que effectivement, Donald Trump a pris l'engagement de campagne de le faire, de les sortir. Certain nombre de documents. Donc à ce moment-là, on verra. Convaincu par l'explication, Hervé ? Vous pourriez faire une petite précision sur les fameuses ailes stationnaires qui sont c'était Tucson, je me trompe pas? Est-ce que c'est bien du côté de Tucson qui avait eu ces fameux en Arizona? Oui, alors il y a eu 1987, 8, un truc comme ça. Oui. Alors en fait, il faut bien avoir en tête que je crois que le GEPAN, ils ont recensé près de 3000 ou 4000 témoignages. Là, on y reviendra, mais ne serait-ce que dans les éléments officiels donnés par le Pentagone, on est à plus de 1600 incidents. Donc effectivement, des témoignages, vous en avez des tas, et vous avez effectivement des cas dans lesquels les objets restent de manière stationnaire puis accélèrent, dans lequel il y a tout simplement des accélérations simples. Enfin voilà, il y a tout un tas de cas qui recoupent celui que vous évoquez à Tucson. Merci beaucoup Hervé de nous avoir appelé au 0826 300 300. La discussion se poursuit avec notamment la place de la France dans justement les enquêtes sur ce certain nombre de phénomènes. Ce sera la dernière partie de cette émission. Vous êtes sur Sud Radio et on revient dans quelques instants, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Vous connaissez le numéro maintenant, même en ce 1er mai, pas de repos pour les braves, vous pouvez être en train de vous balader, vous êtes sur la route, vous êtes en train de manifester, vous écoutez Sud Radio, vous avez envie de faire un petit pas de côté, de prendre de la hauteur avec Sylvain Maisonneuve, l'auteur des OVNIs, l'enquête déclassifiée, c'est chez Albin Michel, et depuis 1 heure, mine de rien, on évoque tous ces cas hallucinants, toutes ces enquêtes qui ont été, mine de rien, réalisées par de grandes institutions, la CIA, le Pentagone, le Congrès américain, l'Air Force One, mais il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, et ce pays, Sylvain Maisonneuve, c'est la France. Quelle est la France? On a parlé en effet de cet organisme d'observation dont le camarade Hervé qui nous appelait tout à l'heure a évoqué l'existence. On l'a évoqué aussi en début d'émission, mais comment la France se positionne vis-à-vis de ces phénomènes? Est-ce que vous qui avez été avocat, conseiller ministériel pendant plus de 5 ans, vous observez, on va dire, un intérêt particulier de certaines élites pour ce phénomène, ou au contraire on le balaye d'un revers de main dans certains milieux? Comment c'est observé? Dites-moi. Pourtant, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on le balaye d'un revers de main. Justement parce qu'il est radioactif. Et c'est là où on a effectivement un sujet, c'est-à-dire qu'on a été assez pionnier avec la création du GEPAN en 1977. Mais depuis, on a perdu beaucoup de souffle, beaucoup de volontarisme sur la question. Et désormais, le leadership, il est très clairement américain. Or, le problème, c'est que évidemment, ça nous place dans une situation d'asymétrie d'information, et donc dans une situation potentielle de vulnérabilité vis-à-vis de ce phénomène. Donc globalement, ce qu'il faudrait être en mesure de faire, je vais parler de manière un peu techno, mais c'est aussi l'idée, c'est de faire déjà un diagnostic. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui nos moyens civils et militaires qui nous permettent de récolter de l'information, de récolter de la donnée. Est-ce qu'on a des survols qui sont fréquents? Est-ce qu'on est capable de savoir quelle trajectoire ils adoptent, la vitesse qui est la leur, la composition éventuellement de ces objets? Est-ce qu'on est capable de documenter cela? Ça, c'est un premier point qui est important. Donc il faut pour ça se poser la question des moyens techniques dont on dispose en termes d'imagerie satellite, en termes d'observation au sol, pour pouvoir documenter le phénomène. Deuxième source pour nous alimenter, les témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé des témoignages de monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, un pilote d'avion de ligne
le formulaire pour signaler un incident, il l'utilise. Est-ce que ça a des conséquences sur sa carrière? Parce que évidemment, il va devoir très certainement passer une visite médicale à la suite de ces signalements. Il y a eu des conséquences dans les carrières de certains pilotes. Pour les pilotes d'avions de chasse, c'est exactement la même chose. Donc est-ce qu'on est capable de remonter de la donnée qui permette, si vous voulez, ensuite de produire de l'analyse? Le deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est de faire de l'anticipation. Aujourd'hui, on travaille sur tout un tas de cas d'anticipation stratégique, les conséquences par exemple potentielles de l'intelligence artificielle et bien d'autres. On n'a pas, en revanche, à ma connaissance, de vrais travaux d'anticipation sur des cas dans lesquels vous avez des incidents qui arrivent. Et ils peuvent être d'amplitude extrêmement diverses. Vous pouvez avoir simplement un Donald Trump ça pourrait être de la prospective voilà, exactement. C'est de la prospective. Exactement. L'anticipation, c'est de la prospective. Vous pouvez avoir quelque chose de très... une incidence modérée qui est un Donald Trump qui fait une déclaration tonitruante où il reprend par exemple à son compte les propos de son directeur de la CIA ou ne serait-ce que de la directrice du renseignement national sous Joe Biden qui ont fait des déclarations, on y reviendra peut-être, extrêmement fortes. Mais en quelques mots, quelles ont été les déclarations notamment sous Joe Biden qui allaient dans le sens d'existence d'OVNI? Avril Haines par exemple a ouvertement posé la question de ces phénomènes qui étaient impossibles, en tout cas en l'état des outils disponibles à diagnostiquer, à expliquer, et elle a ouvertement formulé l'hypothèse extraterrestre. Voilà. Ce qui est assez extraordinaire dans la bouche de quelqu'un qui est en charge de superviser les 18 agences de renseignement des États-Unis. Le directeur de la CIA a dit que voilà, il y avait des objets qui avaient des comportements qui semblaient défier les lois de la physique et contre lesquels les États-Unis n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc on est quand même sur des déclarations qui sont extrêmement fortes. Si Trump reprenait ces propos-là à son compte, comment réagirait la France? tout le monde se tournerait vers les autorités. Est-ce qu'on a travaillé un scénario d'anticipation pour pouvoir y répondre ou pas? C'est une question. Et est-ce que depuis que votre livre est annoncé, que vous allez en faire une promotion assez tonitruante, est-ce que précisément vous avez des cercles, on va dire, de prospective, des cercles un peu militaires, des cercles en charge justement de ce genre d'anticipation qui vous, sans les nommer bien sûr, qui vous ont approché en disant est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se rencontrer, parce que précisément on va devoir plancher sur ce sujet? Exactement. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement ça commence à bouger. Il y a eu le 13 mars dernier une table ronde qui a été organisée par l'Académie militaire du ministère des Armées qui a été consacrée à la question des ovnis. Donc c'est en France, au Paris Defense and Strategy Forum, qui est un peu la grande messe de réflexion stratégique. Et effectivement, la question a été abordée à ce moment-là. Et donc ça, c'est un premier pas qui est important et qui, espérons, en appelle d'autres. Merci beaucoup Sylvain Maisonneuve d'avoir été avec nous durant cette heure. OVNI, l'enquête déclassifiée, c'est aux éditions Albin Michel. Ça se lit comme un polar, ça se dévore et c'est stupéfiant de voir la mine d'informations que vous avez réussi à regrouper, que ce soit les citations d'anciens présidents de la République, la réaction des grandes agences, la CIA, le Pentagone, Air Force One. C'était un plaisir de vous recevoir ici sur Sud Radio. Il est bientôt 14h. Juste après cette émission, vous retrouvez bien sûr Brigitte Lahaie avec cette question absolument cruciale. Comment mieux se connaître? Eh bien oui, il suffit d'écouter cette émission. Et entre 17h et 20h, vous retrouvez naturellement Les Vraies Voix avec Frédéric Brindel qui, en cette journée du 1er mai, va poser à ses équipes finalement la question que beaucoup de gens se posent encore. Il sera fait un débat certainement au 0826 300 300. Est-ce que les syndicats aujourd'hui ont encore une utilité? De notre côté, on se retrouve demain. Non, on ne fait pas le pont. On se retrouve demain, midi 14h, même radio. À demain et très bel après-midi sur Sud Radio.